Alors, simplement pour bien comprendre en fait les choses, il faut toujours remonter à l'histoire. Alors, nous avons l'opportunité, la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le professeur Charles Kovy-Gomez. Alors, professeur, vous êtes un fidèle serviteur du peuple africain. Vous êtes surtout égyptologue. Vous êtes philosophe. Vous êtes historien, rien que ça. Vous avez en fait, vous êtes spécialiste de l'étude des relations culturelles entre les civilisations anciennes de la vallée du Nil, Nubie, Égypte ancienne, et celle du Golfe de Bénin. Donc ensuite, vous êtes directeur de l'Institut d'égyptologie et des civilisations africaines. Vous êtes coordinateur du comité scientifique pour la rédaction d'une histoire générale des Noirs en France. Alors, votre exposé va porter sur Reine de beauté et beauté de reine en Égypte pharaonique, contribution à l'esthétique de la femme kamite contemporaine. Professeur Charles Kovy-Gomez. Merci. Je suis particulièrement honoré de participer à l'ouverture de ce sommet intitulé « Beauté divine ». Je voudrais, avant toute considération, remercier une sœur, Gillette Lewad, dont vous connaissez l'engagement, l'abnégation et la détermination dans le combat le plus noble qui soit, c'est-à-dire le combat de l'estime de soi. Sans estime de soi, on ne peut pas avoir confiance en soi. Et si on n'a pas confiance en soi, il ne saurait y avoir d'affirmation de soi. Donc, dans la compétition qu'est la vie, on part d'avance avec un handicap. Parce que, fondamentalement, l'être humain est d'abord un être complexe, dans tous les sens du terme. Une certaine anthropologie physique voudrait le présenter comme un agrégat de facteurs binaires, le corps, l'âme. Ce n'est pas si simple. Et si nous avons choisi cette introduction, c'est parce que le continent africain souffre d'un déficit d'image. Et on a peine à imaginer aujourd'hui que c'est sur ce continent que l'humanité a appris à vivre et à surmonter les défis, les obstacles que la nature lui renvoie pour sa propre survie. C'est en surmontant ces obstacles que l'être humain, depuis très très longtemps, donc je fais l'impasse sur la période préhistorique la plus reculée, celle qui a vu émerger sur ce continent les hominidés, donc depuis des périodes très reculées, 7 millions d'années pour Toumaï, tout au moins, et de 200 000 ans jusqu'à nos jours, l'Afrique a été le lieu de sédimentation du génie humain. L'Afrique dont je parle, c'est une Afrique qu'on ne voit pas dans les ouvrages d'érudition, dans les documents pédagogiques. Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et ils écrivent, ils donnent la version qui les arrange, la version qui les met au centre de l'aventure humaine. D'où la nécessité pour nous de renouer avec les sources de la civilisation africaine. Non pas dans un but narcissique ou d'auto-glorification, comme certains se plaisent à l'imaginer, mais parce que l'histoire, fondamentalement, c'est d'abord la connaissance objective du passé, pour mieux cerner les défis du présent et pour préparer et construire l'avenir pour les générations futures. L'histoire, ce n'est pas la contemplation narcissique du passé. Donc, partant de cette conception dynamique et prospective de l'histoire, il nous est alors loisible de comprendre l'importance des civilisations de la vallée du Nil dans ce que j'appellerais la constitution de l'homme comme être divin.
Vous savez que la civilisation dite égypto-nubienne à notre époque présente le cycle temporel le plus long dans l'histoire. Ça a commencé au moins vers 5000 ans avant notre ère. Et la civilisation pharaonique elle-même, depuis la période des Shemshuhor, c'est-à-dire les suivants d'Horus, jusqu'au dernier pharaon indigène Nectanebo, c'est pratiquement 4000 ans. Donc comment peut-on se permettre d'écrire l'histoire de l'humanité en faisant abstraction de 4000 ans, voire 5000 ans de l'expérience historique de l'homme? Et c'est dans cette perspective que nous nous instruisons auprès des auteurs de l'Antiquité classique d'abord, de ce que cette civilisation a apporté. D'abord, qui était à l'origine de cette civilisation? Visitant l'Égypte, donc sous l'occupation perse, et Hérodote, que Cicéron a qualifié de père de l'histoire, dit ceci. Il dit que les Égyptiens qu'il a vus de ses yeux, il s'agit donc d'un témoignage oculaire, avaient la peau noire et les cheveux crépus. Kai, Oti, Mélancroès et ici Kai ou l'Autriquès. Donc, Mélancroès et ici, ça veut dire qu'ils avaient la peau tellement noire que le soleil reflète, il y a une lueur quand on voit cette peau-là de loin. Et pour les Grecs, c'était intriguant, mais c'était aussi le sommet de la beauté. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, les auteurs de l'Antiquité classique considéraient les Éthiopiens macrobiens à la longue vie, c'est-à-dire ceux qui peuplaient à l'époque d'Homère. Homère, il est contemporain de la 25e dynastie égyptienne, et donc d'origine nubienne, sous le pharaon Tchabaka par exemple. Donc tous les textes homériques nous parlent de la perception par l'homme européen à cette époque de l'homme africain. Les Éthiopiens macrobiens étaient réputés être en harmonie avec la nature, selon les Grecs. C'étaient des hommes élancés, beaux, qui avaient une démarche fière, une démarche princière. Et donc, ceux qui parlent comme ça, je dis bien, j'insiste, ce sont les auteurs grecs. Donc, les Éthiopiens macrobiens à la longue vie, dans l'Iliade et l'Odyssée, ce sont aussi les hommes qui sont rompus aux techniques et à l'esthétique la plus en phase avec la nature. Cela m'amène donc à dire que la notion de beauté, telle que nous l'avons reçue de la civilisation européenne, n'est pas conforme à la perception des anciens. La perception des anciens Égyptiens, responsables de la civilisation pharaonique, des anciens Nubiens, mais également de ceux qui ont été à l'école de cette civilisation africaine millénaire, à savoir les auteurs de l'Antiquité classique. Pour dire la beauté en égyptien pharaonique, on dit Népheret. Népheret, pour ceux qui sont qui aiment bien les symboles, vous avez la trachée qui surplombe le cœur. Et le cœur reflète comme un miroir, le cœur est comme un miroir. C'est un phonogramme trilitère ou triconsonant qui veut dire Népher, qui signifie à la fois beauté, bonté, perfection, en même temps. Donc vous voyez, le champ sémantique est assez vaste. Et on verra pourquoi ce concept est si riche. Et vous avez le complément phonétique de la vipère cornue, vous avez la bouche ouverte, et vous avez le signe qui désigne le féminin. Mais quel est le déterminatif? C'est ça qui est important. Le déterminatif, c'est un miroir dans lequel on peut voir le reflet de sa propre image. L'image dont nous parlons, c'est d'abord un objet neuronal. C'est-à-dire, c'est une idéalisation de ce qu'on croit être la chose en elle-même, la chose comme telle, d'accord? En puissance. Par exemple, pour dire qu'une femme est belle, il faut d'abord avoir une idée de la beauté absolue, avant de l'appliquer à un être qu'on voit dans la réalité. La deuxième phase, c'est celle que nous retenons en général, en omettant la première, à savoir cette fois-ci la perception sensorielle d'une forme qui est projetée dans l'espace et que nous appelons donc une image, une illustration.
Et puis la troisième, c'est ce que nous avons en nous comme vision de l'idéal d'être que nous souhaitons être. Voyez? Donc à partir de ces éléments, vous pouvez comprendre pourquoi la beauté était divine dans l'Égypte ancienne. Nous revenons donc sur la thématique de ce salon. Parce que le thème pharaonique veut dire précisément que la beauté est un reflet dans le miroir de l'être, qu'est le cœur. Le cœur, c'est le centre et le réceptacle qui propage vers toutes les autres entités ontologiques, si vous voulez, ce qu'on appelle l'affection et l'intelligence divine. Donc vous avez 9 notions. Vous avez le Kat, vous avez le Saou, vous avez le Kraïbit, Sekem, Ren, le Ka, le Ba, le Ak, et bien sûr le cœur, qui est le siège de la conscience et de l'intelligence. Dès lors qu'il y a un reflet dans le miroir de l'être, c'est-à-dire Ib, de l'harmonie qui existe en toutes les entités constitutives de la personnalité humaine, à ce moment-là, il y a beauté. Il y a beauté. Il y a beauté, non pas dans le sens d'une forme esthétique quelconque, mais dans le sens d'une harmonie avec soi-même, d'une harmonie avec les autres qui sont nos semblables, puisque nous sommes toujours dans un rapport dialectique d'altérité, et aussi d'une harmonie avec les forces cosmiques. Et c'est ça qui est important, l'harmonie avec les forces cosmiques. Parce que nous sommes en rapport, nous sommes en relation avec un certain nombre de mondes, la pluralité des mondes. Il y a Heret, c'est le monde astral. Il y a Tato, où nous sommes, c'est-à-dire le Koumen, la terre entourée d'océans. Il y a la Douate, qui est très très importante. C'est-à-dire le séjour des ancêtres, qui sont en fait nos Djotos, quoi. C'est-à-dire au niveau du Bénin, nous disons nos Djotos. C'est-à-dire nos ancêtres éponymes, dont nous sommes les incarnations. Et puis, il y a aussi le monde divin d'une manière générale. Cela veut dire que, dans l'ancienne Égypte, une reine pharaonique, une femme, est d'abord l'incarnation du principe de la création. Lorsqu'on enfante, c'est cette image qu'on prend pour désigner la création. C'est l'image de la femme qui enfante. Ce n'est pas l'image de l'homme qui donne la semence. Donc la femme qui enfante, il y a une conception. Donc la première phase de la création, c'est la conception. La deuxième phase, c'est l'énonciation. C'est-à-dire, on donne un nom aux êtres conçus. Et la troisième phase, c'est l'incarnation. C'est-à-dire, les êtres conçus deviennent chair et commencent à se déployer dans la nature. Dans les textes des pyramides, on voit donc le lien entre la beauté divine et la condition de princesse. C'est-à-dire une princesse, littéralement en pharaonique, on dit Satnessou, c'est-à-dire la fille du roi. Mais une princesse, c'est d'abord une initiée. C'est une adoratrice divine. Je donne un exemple, par exemple, la divine adoratrice Karomama, qui était une princesse extrêmement connue, qui nous a laissé des documents très importants sur le traitement des cheveux, le traitement de la peau, le traitement de toutes les parties du corps et le traitement de la beauté elle-même en tant que beauté. Voyez, donc de tels documents existent. C'est un texte qui date donc du Moyen Empire. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour désigner les cheveux, le terme pharaonique est affecté d'un déterminatif qui montre une mèche bouclée et ondulée. Une mèche bouclée et ondulée. Voyez? D'ailleurs, le musée du Caire, il y a tous les peignes, ce sont des peignes qui ne sont concevables que pour des cheveux crépus, des cheveux bouclés et ondulés. Voyez? Donc le traitement du cheveu de la femme dans l'ancienne Égypte était quelque chose d'extrêmement important. Hein? Et la femme, elle pouvait se tresser de plusieurs façons, mais il n'y avait pas de défrisage. Vous voyez? Les égyptologues présentent des perruques ou des objets. Parfois, ce sont des perruques d'époque romaine et grecque, ptolémaïque. Mais la femme égyptienne, le sommet pour elle du traitement des cheveux, c'est tresser les cheveux. Faire des cheveux des cordes, d'accord?
Et les cheveux doivent tomber sur la tête et former finalement une sorte de couronne. C'est une couronne, littéralement. D'ailleurs, c'est le terme qu'on utilise. Ce qui est important à ce stade, c'est de voir que des égyptologues comme Victor Loret ont donc donné la liste non exhaustive de toutes les plantes qu'on utilisait. Bien sûr, on connaît les vertus curatives de toutes les plantes, mais les plantes aussi permettaient de soigner le corps humain. Toutes sortes de plantes, depuis la région des Grands Lacs, hein, les gens pouvaient convoyer ça sur les routes du commerce transnilotique jusque vers Assouan, et ensuite les princesses utilisaient ces plantes pour faire ensuite des produits de beauté. Donc c'est le beurre de karité. Nous pensons qu'on est en train de découvrir ça aujourd'hui. Les plus anciennes attestations remontent à l'Ancien Empire. Voyez? Donc, ce qui est important, je crois, et c'est là où je vais amorcer maintenant la conclusion, ce qui est important, c'est de savoir que l'homme africain est devenu un être qui a une image déficitaire de lui-même. Vous voyez, hein? C'est-à-dire, nous n'aimons plus la texture de nos cheveux. Nous n'aimons plus la forme de notre nez. Nous souhaitons que le nez soit le plus aquilin possible. Or, le nez est fait pour respirer. Et c'est bien, parce que ça veut dire que la nature nous a donné un nez bien large. Et nous respirons d'autant mieux. Qui ne veut pas respirer? Nous avons des lèvres. Nous souhaitons les voir amincies. Mais les lèvres que nous avons sont bien larges, épaisses, pour dévorer les fruits, pour bien embrasser. Donc Dieu nous a donné, si vous voulez, tout ce qu'il faut pour que nous vivions en harmonie avec la nature, conformément à l'idée, à l'archétype, au modèle qu'il a conçu quand il nous a créés. Voyez? C'est-à-dire que Dieu a fait de nous des êtres qui sont conformes à l'image du démiurge. Voyez? Donc en nous écartant de cet archétype, de ce modèle, nous nous écartons par la même occasion de Dieu, c'est-à-dire du créateur et du démiurge. Le fait important, c'est de savoir que c'est à partir de l'Antiquité tardive que la couleur noire et tous les caractères somatiques de l'homme noir ont été assimilés au mal et à l'idée du mal. Très brièvement, nous trouvons des traces déjà, à cette époque, dans la littérature des pères de l'Église, la littérature patristique. Hein? Donc, les pères de l'Église ont commencé à étudier l'allégorie de la représentation de Cham et du fils de Cham, en vertu de la littérature qui parle d'une malédiction de Noé pesant sur Canaan, et on a fait une interprétation assez audacieuse en disant que c'est une malédiction qui tombe sur Cham lui-même en tant que tel. Donc ça, c'est d'origine biblique. Mais les auteurs arabes aussi, il y a eu toute une littérature qu'on ne trouve pas dans le Coran, mais qu'on trouve chez les historiens arabes, notamment Ibn Ishaq, Ibn Battuta, Ibn Khaldoun, le grand Ibn Khaldoun, celui qui a écrit Al-Muqaddimah, etc. On trouve de telles interprétations dans ces textes. Et cela nous a... ne parlons pas de la littérature raciologique et de la littérature philosophique. Par exemple, des philosophes, c'est curieux. Cette période était censée être la période du progrès de l'humanité et de l'humanisme, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Hein? Mais finalement, ces philosophes ont présenté le noir comme un être qui ressemble au démon. Donc il y a eu toute une littérature démonologique qui a marqué et qui nous a affectés durablement. Et cela explique pourquoi nous avons inversé les canons de beauté. Et même dans l'usage commun de la langue, quand on dit que quelque chose est mauvais, c'est noir. Hein? Quand vous avez des idées qui ne sont pas très bonnes, on dit que les idées sont noires. Mais personne n'a idée de penser qu'une idée puisse avoir des couleurs, une couleur. Vous voyez, tout est noir, le chat est noir, hein? Quand c'est mauvais. Vous voyez? Donc, je pense que
dans les minutes qui nous restent, et les quelques minutes pour conclure, ce qui est intéressant dans la démarche que nous avons actuellement, c'est que nous pouvons puiser dans l'histoire, dans les papyrus. Alors, j'ai retenu à peu près 70 papyrus que j'ai annexés aux documents iconographiques, que je ne peux pas projeter ici, faute de temps. Donc, nous avons convenu avec Gillette qu'on va mettre tout ce document à votre disposition. Hein? Donc, il y a toute une illustration iconographique de ce que j'ai voulu vous présenter ici, sous forme synthétique. Et il faut savoir que, quand on parle de couleur de peau noire, ce n'est pas le noir ébène seulement. Les anciens Égyptiens avaient toute une gamme chromatique, une échelle chromatique, qui allait du noir foncé jusqu'au brun clair. Et en fonction de ces couleurs de peau, parce qu'ils savaient le lien entre la couleur et le soleil, c'est-à-dire les radiations ultraviolettes du soleil. Hein? C'est un problème qui est lié à ce qu'on appelle l'activation de la vitamine D. Donc, la mélanine, c'est quelque chose qui protège. Je parle de la mélanine avec EU. C'est un corps chimique qu'on trouve sur les animaux fossiles et qui permet à l'homme de refléter les radiations nocives du soleil. Voyez? Donc, la plupart des traitements qu'on apporte à la peau, parce que la peau, elle est soignée, c'est comme de la guérison. Voyez? On avait des dermatologues dans l'ancienne Égypte. La princesse Ita était dermatologue. Hein? Elle vivait en 1320 avant notre ère. Hein? On a sa tombe, on a ses papyrus, on a tous les documents qui la concernent. Ce qui est important donc en conclusion, c'est de commencer à nous intéresser aux origines de la civilisation africaine. Vous voyez, on ne peut pas parler de culture ancestrale parce que je n'ai pas eu le temps de le préciser, mais la plupart des civilisations africaines dites précoloniales ont conservé cette vision de la beauté et cet héritage. Vous voyez? Donc, il faut que nous revenions à la source. Je sais que c'est beaucoup plus confortable dans un monde où il y a déjà un modèle de la beauté, un canon de la beauté, de se complaire à ce qui existe déjà. Mais je crois aussi qu'il y a des aspects qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, les industries qui utilisent les produits cosmétiques, qui dénaturent notre être pour gagner de l'argent et en même temps nous infliger des mutilations. Parce qu'il ne faut pas voir que l'aspect esthétique. Il faut voir aussi le vieillissement de la peau. Toutes les formes de pathologies liées à l'usage de certains produits qui ne sont pas faits pour notre corps et notre organisme. Et c'est comme ça que nous allons lancer une véritable révolution. Et c'est pour cela que pour moi, l'esthétique de la femme kamite contemporaine dépend pour une large part du fait qu'elle renoue ou non avec le passé. Et c'est ça qui est important. Je crois que nous avons voulu simplement apporter un témoignage pour encourager tout ce qui a été entrepris par Gillette et son équipe. Et en guise de conclusion, je voudrais dire que la meilleure façon d'être en harmonie et en accord avec soi-même, c'est de respecter la nature, de respecter sa nature et de sublimer la nature conformément aux lois de la nature. C'est ça qui est important et ça nous élève à la condition divine. Merci. Alors, merci, professeur Charles Kovy-Gomez. Juste pour vous dire une chose, j'étais assis à côté de lui, son discours, le voici. Eh bien, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous sommes tout simplement fiers d'avoir des Africains avec autant de connaissances, autant de compétences, mais surtout cette envie de partager, de donner. D'ailleurs, je remarquais dans la salle, je pense qu'il y a des journalistes ici, je vous invite à recevoir ce monsieur sur votre plateau, parce que le travail qu'il fera chez vous, en fait, sera aussi important que des heures et des heures d'émission. Merci beaucoup, professeur.